C'est l'heure, on va démarrer. Fin de cette deuxième journée du 32e Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. On est là pour une rencontre qui s'intitule Derrière les murs. Depuis plusieurs siècles, on enferme les fous et les personnes condamnées. Ils sont ceux qu'il s'agit de, entre guillemets, corriger, car ils dérangent l'ordre établi. Aujourd'hui encore, le fou gêne, le prisonnier effraie, privé de parole et de liberté, mis sous tutelle ou enfermé. Il est ce qu'on ne veut pas voir, pardon. Le corps enfermé est comme un miroir déformant et dérangeant de notre société. Comment les lieux d'enfermement ont-ils évolué au fil des années et quelles alternatives? C'est le sens que la direction scientifique et littéraire du FIG a voulu donner à cette rencontre et nous allons tenter d'y répondre avec deux invités, Franck Olivon et Joyce Sormand. Joyce Sormand est auteur, vous avez été aussi professeur de philosophie. Votre premier roman Boys, Boys, Boys est sorti chez Gallimard en 2005, un livre où il est question de féminisme. Plusieurs autres suivront durant toutes ces années, je vais juste en citer quelques-uns. Deux sorties chez Gallimard, comme Une bête en 2012, La peau de l'ours en 2014, je crois que vous étiez venu en parler ici avec Michel Pastoureau, et Sciences de la vie, édité au Seuil en 2017, où il est d'ailleurs question de danse de Saint-Guy, de virus, de peau, et de Strasbourg, pas très loin, un livre que je vous recommande, moi que j'avais particulièrement apprécié. Et en ce début d'année, une enquête littéraire qui est sortie chez Flammarion, qui s'appelle À la folie, dont on va bien évidemment parler. Franck Olivon, vous êtes géographe, enseignant-chercheur, directeur des études au département géographie et territoire de l'École normale supérieure. Vos thèmes de recherche sont sur la géographie sociale et politique, les mobilités quotidiennes et sur deux sujets qui sont là aussi au cœur de notre discussion, la justice pénale, la prison et l'enfermement. Et vous êtes l'auteur d'une thèse de doctorat sur les enjeux spatieux du placement sous surveillance électronique, c'est-à-dire le bracelet électronique, on va y venir. Votre thèse s'intitulait « La prison chevillée au corps pour une approche géographique du placement sous surveillance électronique ». Là aussi, vous avez évidemment votre place dans ce festival de géographie dont la thématique est sur le corps. Je pense que, peut-être certains ne le savent pas, mais il y a en France un contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est Dominique Sémonot, une ancienne journaliste de Libé et du Canard enchaîné. Les lieux d'enfermement, les lieux de privation de liberté, c'est bien de redire juste quelques petites choses sur ce que sont ces lieux qui vont nous concerner. C'est notamment évidemment les établissements pénitentiaires, les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires, les centres de détention, les maisons centrales. C'est les établissements de santé, les établissements unités de santé qui reçoivent des personnes hospitalisées sans leur consentement, les chambres sécurisées, les UMD. Vous étiez dans une UMD ou deux UMD pour votre livre, et également les établissements placés sous l'autorité conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, qui sont plutôt des unités hospitalières spécialement aménagées ou sécurisées. Voilà, il y en a d'autres évidemment, mais celles qui vont être au cœur de notre discussion sont prioritairement ceux-là. Évidemment, le bracelet électronique, c'est aussi une privation de liberté, une autre, on en parlera tout à l'heure. Et juste citer aussi quelques chiffres. Le nombre de personnes incarcérées en France, c'est les chiffres du ministère de la Justice qui datent de juin 2021. C'est 66 591 personnes pour 60 794 places opérationnelles. Et au niveau de la psychiatrie, les gens qui sont hospitalisés en psychiatrie, ça c'est les chiffres 2018. Il y avait 424 000 personnes hospitalisées en psychiatrie. Voilà, c'est important d'avoir un petit peu ça en tête quand même pour cette rencontre. Évidemment, il y aura un peu de temps tout à l'heure pour vos questions. Je pense qu'il y en aura sur ce sujet passionnant. À la folie, c'est le titre de votre enquête, une enquête littéraire, Joyce Sormand. On y croise Franck, schizo et parano, qui rêve d'épouser une sorcière. Maria, qui aime la littérature et la nourriture. Youssef, qui se prend pour le soldat inconnu. Il y a Robert aussi, qui est dangereux et que plus personne ne veut. On croise dans votre livre des soignés, des soignants. J'aimerais savoir
comment ce livre est né, comment est venue cette envie d'aller passer une année, je crois. Voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu tout ça déjà. Bonsoir à tous et merci pour votre présence. Bon, évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre. J'en parlais dans une rencontre juste avant, donc je vais peut-être me répéter pour ceux qui étaient là, mais je parlais du slogan dans les années 70 de groupes de militants anti-prison qui disaient on veut entrer et voir, on veut entrer dans les prisons et voir. Et moi, donc, j'avais ce même désir face au mur de l'hôpital psychiatrique. Je veux entrer et voir. Voilà, tout ce qui est derrière un mur, tout ce qui est interdit, soustrait au regard, évidemment, provoque immédiatement le désir d'aller regarder de plus près. Donc, finalement, dans l'hôpital psychiatrique, il y a un double régime. Il y a le régime de l'interdiction, c'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est le lieu relégué, justement, où il est difficile de pénétrer quand on n'est pas patient. Et en même temps, l'hôpital psychiatrique public, c'est aussi cette institution publique donc qui est censée tous nous concerner, qui est censée justement être ouverte au public. Il y a une espèce de tension dans les mots mêmes hôpital psychiatrique public. C'est l'interdiction et la publicité qui sont la publicité supposée, l'ouverture au public supposée, qui sont réunies comme ça dans la dénomination même de ce lieu. Et donc il y avait une espèce de scandale que je voulais lever, qui est l'interdiction d'accéder à un lieu public d'une certaine façon. Voilà, donc cet espace clos, souvent en dehors des villes, toujours ceint de murs, je considérais que j'avais le droit d'y aller. Donc c'était d'abord un rapport à l'espace. Enfin, il se trouve que souvent ce sont des lieux qui motivent chez moi l'écriture. Donc j'avais envie d'arpenter cet espace-là et d'aller m'enfermer dans cette espèce de boîte noire psychiatrique, dans cette espèce d'espace-temps très singulier qu'est l'hôpital psychiatrique. Bon, après, il y a évidemment d'autres raisons liées à un intérêt pour la folie, pour l'histoire de la psychiatrie, etc. Mais puisqu'on parle de derrière les murs, il y avait cette idée que le statut aussi d'écrivain, bizarrement, donne cette espèce de petite liberté en plus, ou de tout petit pouvoir qu'on a en tant qu'écrivain, d'aller dans des lieux où seulement en tant que citoyenne, j'aurais eu beaucoup de difficultés à pénétrer. Alors j'ai eu énormément de difficultés à avoir l'autorisation de passer du temps là-bas, mais ce statut d'écrivain qui pourtant est extrêmement mineur et modeste, je me rends compte que parfois, pour évoluer dans la société, justement, il peut donner ce minuscule pouvoir d'ouvrir quelques portes. Peut-être que les gens ont le sentiment que c'est un statut inoffensif. Ils ont bien tort de le penser, mais voilà. Si j'avais dit, par exemple, j'étais journaliste, on ne m'aurait pas laissé entrer. Oui, mais écrivain, poète, un peu comme ça a l'air beaucoup moins dangereux. Même si de temps en temps, on vous dit ça ne faut pas le faire. Enfin, voilà, il y a quelques... Ah oui, après, il y avait beaucoup d'interdictions au sein même du service, mais une fois que j'avais mis le pied dans la porte, le plus dur était fait. Alors, le lieu n'est pas cité, c'est pas très important. Je crois que vous êtes allé dans 2 lieux différents. Je ne sais pas si les prénoms que vous donnez aux gens sont les bons prénoms. Voilà, mais là aussi, c'est pas très important. Ce qui est intéressant, ce sont les histoires que vous racontez. À la fois, effectivement, on y croise des soignés et des soignants. Parfois, d'ailleurs, quand vous commencez à parler de quelqu'un, on ne sait pas si c'est au départ un soigné ou un soignant. Mais toutes ces histoires... vous êtes resté une année complète, je crois. Une fois par semaine. Une fois par semaine. Comment s'est passé ce travail d'approche des uns et des autres ? Justement, je voulais y passer 1 an minimum parce que pour moi, c'était, je disais tout à l'heure, c'était une expérience d'un espace-temps, donc cet espace clos de l'hôpital psychiatrique.
et ce temps très distendu, très démembré de l'internement, c'est-à-dire un temps où règne l'ennui, un lieu dont on ne sait jamais quand on va sortir, hein, parce que quand on est hospitalisé en psychiatrie, on ne sait pas pour combien de temps on est hospitalisé. Un temps où de répétition chaque jour des mêmes gestes, des mêmes activités aux mêmes heures. Bon, donc voilà, je voulais faire cette expérience-là, et je voulais faire donc cette expérience moi-même d'une durée longue, d'abord pour éprouver ce temps distendu qu'éprouvent les patients, pour éprouver parfois aussi l'ennui avec eux. Je pouvais rester des après-midi entières assise avec des patients devant une télé ou à fixer une horloge, attendre que le temps passe en silence. Je voulais aussi évidemment passer du temps pour gagner la confiance des uns et des autres, et puis surtout pour me fondre moi aussi dans le paysage de ce pavillon 4B, je l'appelle le pavillon 4B. Il fallait que je devienne l'une des leurs d'une certaine façon, pas seulement pour me faire oublier, mais pour rentrer dans le quotidien, dans le détail des jours, et pour partager petit à petit cette espèce de communauté de vie et approcher un peu la grande complexité de la folie. Donc, et puis, de toute façon, l'expérience de l'écriture, c'est une expérience de la durée. Qu'est-ce que c'est que l'écriture ? C'est d'abord une patience, une attention, un rapport au temps qui sort précisément de la rentabilité, de l'utilitarisme. Écrire, c'est déjà aller à rebours du temps. Et c'était voilà, une expérience d'une durée étirée. Donc j'avais envie de la reproduire dans le temps de mon immersion. Passer autant de temps sur place, puis autant de temps à écrire. L'intitulé de la rencontre parle des lieux d'enfermement. On parlera des corps tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on parle d'abord de ces lieux. Franck, vous connaissez la prison, vous vous y intéressez aussi. Je suppose que vous êtes allé voir aussi comment ça se passait. Enfin, moi, il m'arrivait d'accompagner des auteurs en prison. La chose la plus frappante, c'est ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment, ce schlack à chaque passage de porte. J'aimerais que vous nous racontiez, si vous le pouvez, ces lieux. J'aimerais aussi ensuite revenir sur ces lieux-là aussi, en milieu psychiatrique. Comment on y pénètre et est-ce qu'il ressemble aussi à ces lieux de la prison. Franck Olivon. Les schlacks, c'est aussi des bips. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de portiques, moi, j'ai pas une expérience, voilà, comme vous le disiez, j'ai surtout travaillé sur le milieu ouvert, donc en dehors de la prison. Mais pour être allé en prison, c'est vrai que ce qui frappe peut-être plus encore que les portes, c'est les bips. Et puis par ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc là pareil, s'il y a des redites, excusez-moi, mais c'est le bruit, l'odeur. Enfin, l'odeur, c'est peut-être plutôt après, c'est quand on sort de la prison qu'on reste imprégné de ça. Mais quand on est dedans, c'est plus le bruit en fait auquel on s'attend pas. Et en plus, pour ma part, moi, quand je suis allé en prison, c'était surtout pour aller voir le centre de surveillance des bracelets électroniques. Donc moi, j'allais pas en zone de détention, et donc les détenus, je les voyais pas, mais par contre, on les entendait. Donc la présence des détenus, elle se manifestait par ce bruit en fait qu'ils font en vivant tout simplement derrière ces murs. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Les lieux en psy. Joy. Je pense qu'il y a alors il se trouve que il m'est arrivé d'aller en prison pour des ateliers d'écriture ou des rencontres, et c'est vrai qu'il y a une parenté entre la prison et l'hôpital psychiatrique du point de vue spatial, et je dirais du point de vue sensoriel. Pour moi, ce sont deux expériences et deux espaces sensoriels exacerbés. Alors, il se trouve d'ailleurs que mon livre s'ouvre par une espèce de travelling avant, et je raconte comment je pénètre dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique, justement en passant un certain nombre de sas, un certain nombre de portes, de grilles, de portes verrouillées, de portes blindées. Et la première chose qui me frappe quand j'arrive dans l'enceinte de l'hôpital, c'est aussi l'odeur. Je dis c'est une odeur de collectivité, de cantine, de macération, de choux bouillis, de médicaments, d'éther. Donc il y a cette odeur très particulière, et puis il y a ces bruits de clés incessants.
Alors, il n'y avait pas les bips où j'étais, mais il y avait donc toutes ces portes blindées, comme j'étais dans une unité fermée. Donc, tous les espaces étaient fermés à clé. Et moi, on m'avait donné d'ailleurs un pass pour que je puisse circuler. Donc, j'avais cette clé qui ouvrait toutes les portes. Donc, on entend sans cesse les clés qui ouvrent et qui ferment. Je pense que c'est vraiment aussi le bruit des prisons. Donc, il y a cette géographie qui est délimitée en plus, qui est cadastrée par ces deux éléments qui sont les couloirs et les portes. Je le dis aussi au début du livre, et c'est aussi ça les prisons, c'est-à-dire on arrive dans un espace et on ne voit que des couloirs et des portes au début, des couloirs qui distribuent des portes. Et derrière les portes, donc des cellules ou des chambres, mais qui sont toujours invisibles puisque les portes sont fermées à clé par définition. Et donc c'est cette espèce de spatialisation du pouvoir administratif aussi des institutions. Je dis que ça rappelle les prisons, mais les internats et les casernes et peut-être même les écoles, parce que finalement c'est souvent ça aussi, des écoles, des couloirs avec des salles de classe. Donc il y a vraiment une parenté de l'organisation de l'espace qui, de toute façon, j'en ai pas étonné par cette parenté, mais et puis il y a aussi cette idée de ces bruits, ces odeurs et puis ces lumières aussi, des lumières aveuglantes, des néons, quelque chose de très froid, de très blanc, de très aveuglant. Donc voilà, il y a aussi une atmosphère qui signifie à celui qui est enfermé que justement il n'est pas dehors, qu'on ne sent pas l'air sur sa peau, on ne sent pas la lumière du soleil, on n'entend plus le chant des oiseaux. Enfin, il y a aussi cette privation sensorielle. Et ensuite, au milieu de tout ça, il y a le mouvement des corps. Quand on va en prison, quand on est auteur, on rentre d'abord, en général dans la bibliothèque ou dans la salle de classe, et seulement après, les prisonniers vont arriver. C'est des mouvements dans les couloirs, de cellule en cellule, et on attend en général une demi-heure que tout le monde soit là, que les mouvements se soient faits. Quand on lit votre livre, il y a aussi ces mouvements dans les couloirs. En prison, on croise souvent des gens en survêtement et en psy, c'est pareil. Enfin, en pyjama ou en survêtement. Hein, qui sont ces corps enfermés? Qu'est-ce qu'ils racontent? Vous en parlez beaucoup aussi. Il y a des descriptions souvent dans votre livre de... Oui, mais c'est vrai que d'abord, quand on est interné, on soumet son corps à un autre corps qui est le corps médical, le corps soignant. Je raconte donc le processus d'intronisation en psychiatrie, en tout cas dans le service où j'étais, je ne vais pas parler en général, mais dans le service où j'étais, donc avec des patients hospitalisés sous contrainte. Il y a d'abord une soumission du corps, c'est-à-dire qu'on est dépouillé de ses effets personnels. C'est ce qu'on appelle l'inventaire, et il existe aussi en prison. On est dépouillé de ses vêtements et on est mis en pyjama. Donc on est mis en tenue asilaire et cette tenue signale la soumission du corps à l'institution psychiatrique, signale à ce corps que justement il y a un avant et un après dans sa vie, la liberté et la privation de liberté, qu'il y a un dehors et un dedans, et que donc dehors, dans la vie d'avant, on s'habillait avec ses vêtements, et qu'à l'intérieur, à l'hôpital psychiatrique, on revêt la tenue imposée par les médecines. Donc tous ces corps deviennent uniformes, hein, ils sont uniformisés par le pyjama. Le pyjama, c'est le rite d'intronisation, ça signifie tu entres dans le monde de la psychiatrie. Et donc il y a en effet ces silhouettes... c'est pas traînant dans les couloirs en pyjama. Et je pense que ces silhouettes qui déambulent dans les couloirs, on peut les trouver aussi en prison. Il y a aussi ces gens qui tapent sur les radiateurs, par exemple. C'est aussi des sons similaires. Et puis, quand on va mieux, on a le droit à une espèce de tenue intermédiaire qui est le survêtement de l'hôpital. Et donc, ça veut dire qu'on signifie au patient qu'il est peut-être près de la sortie, en tout cas qu'il va mieux, qu'il y a du progrès. Et puis, le jour où on est soi-disant stabilisé, on a le droit de récupérer ses vêtements. Alors, j'ai vu des espèces de cas un peu bancal où on a le bas de survêtement et puis le haut de pyjama, le haut de pyjama ou alors le haut du pull, du patient. Donc, il y a des espèces d'états intermédiaires. Et voilà, ce qui est
intéressant aussi, et je raconte dans le livre qu'il y en a qui, à un moment, qui sont en pyjama ou en survêtement et qui ont dit vous allez mieux, on va vous rendre vos vêtements, et là qui refusent parce qu'ils ne veulent pas sortir, parce que eux justement se sentent encore mal, que le monde extérieur est pour eux une menace, que l'hôpital est devenu leur maison, leur lieu de vie, et ils ne veulent surtout pas récupérer leurs vêtements parce que pour eux ça veut dire qu'on va les mettre dehors. Donc cette histoire de pyjama, tout est toujours ambivalent en psychiatrie, c'est pas forcément toujours une violence infligée aux patients. Il y en a qui le réclament, ce pyjama, parce que c'est comme un cocon, c'est comme une protection, et tant qu'ils sont en pyjama, on ne les remettra pas dehors, et dehors parfois il n'y a rien pour eux, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de logement, donc ils veulent rester dans leur pyjama protecteur. Des corps malades ou des corps emprisonnés, des corps dépouillés, des corps, dans tous les cas, enfermés, entravés. On va parler un peu du bracelet électronique. Et là, vous nous disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre, que c'était un psychiatre qui avait inventé ce nouvel objet d'enfermement, mais un enfermement chez soi finalement. Racontez-nous un petit peu cette histoire du bracelet électronique. Effectivement, mais c'est cette proximité des espaces d'enfermement. Il y a une circulation des techniques de contrôle des individus, et donc le bracelet électronique pénitentiaire trouve son origine dans une technologie qui avait été pensée, développée par un psychiatre américain de l'université d'Harvard. Il avait développé un système qui permettait de contrôler à distance avec donc les déplacements de la personne qui aurait dû être internée. Et donc c'était un moyen de sortir cette personne internée de l'asile, de lui permettre de se réinsérer dans la société. Mais cette réinsertion, elle devait se faire au prix d'un contrôle. Et ce contrôle, c'est le contrôle des déplacements. Et notamment, ce psychiatre, à travers ses articles, ce qu'on voit, c'est qu'il a quelques obsessions. Il a l'obsession de l'homosexualité, qui à la fois, à l'époque, était un délit et considéré comme une perversion. Et puis, il y avait une autre obsession qui était la consommation d'alcool. Et donc son idée, c'est un psychiatre behavioriste, l'idée c'était qu'il fallait remettre le malade en présence de la tentation, de la tentation pour lui permettre de la guérir et de la surmonter. Et donc il fallait lui permettre de sortir de l'asile pour pouvoir retourner dans des lieux de rencontre homosexuels et résister à la tentation, retourner dans des lieux de consommation d'alcool et résister à la tentation. Et ce que je disais, c'est qu'il pensait même, alors il n'a jamais mis en place ça effectivement, mais il pensait même l'ajout de stimuli négatifs pour, voilà, si jamais finalement l'individu est tenté de dévier, lui administrer à distance un émétique, donc qu'il fasse vomir, ou des chocs électriques, voilà, pour qu'il associe en fait le désir sexuel pour un homme, parce que c'était principalement l'homosexualité masculine qu'il avait en tête, le désir pour un homme ou pour l'alcool, comme quelque chose de négatif. Voilà. Donc c'était ça l'origine du bracelet électronique. Alors ce bracelet électronique, heureusement, on pourrait dire, n'a jamais véritablement fonctionné. Il a un peu disparu des radars, et puis il faut attendre les années 80, donc ce psychiatre, c'est les années 50-60, il faut attendre les années 80 pour voir un magistrat, toujours aux États-Unis, se dire qu'on pourrait placer des détenus sous surveillance électronique. Et donc voilà, le bracelet électronique pénal est né à partir des années 80, avec une inspiration qui est, enfin, la filiation entre les deux technologies n'est pas forcément très évidente, puisque le magistrat qui a inventé la technologie pénale dit s'être inspiré de Spider-Man, un épisode de Spider-Man. Cela dit, quand on regarde chez les premiers constructeurs américains de bracelets électroniques dans les années 80, ils ont réutilisé le brevet déposé par ce psychiatre dans les années 50-60. Donc en fait, il y a quand même une filiation qui est assez avérée, quoi, entre les deux. Combien de personnes aujourd'hui sous bracelet électronique ? Je n'ai pas les statistiques exactes en tête, mais on est entre 10 000 et 15 000 personnes sous surveillance électronique. Ce qui est difficilement comparable en fait avec les chiffres que vous avez donnés, parce que les personnes placées sous surveillance électronique sont très très majoritairement des gens condamnés, donc il n'y a pas peu de prévenus sous surveillance électronique. Plus aujourd'hui le bracelet anti-rapprochement, on en parlait aussi. Alors après voilà, donc se sont ajoutés deux autres bracelets. Il y a un bracelet dit électronique mobile avec une puce GPS qui permet de contrôler en permanence les déplacements des personnes. Et puis très récemment, il y a le bracelet anti-rapprochement qui qui intervient dans le cas des violences conjugales, qui introduit un autre type de surveillance, c'est une surveillance relationnelle. Là, la question, c'est que l'individu n'entre pas en contact ou ne se rapproche pas
de sa victime potentielle ou avérée. Alors, je suppose que vous avez évidemment réfléchi à ce que tout ça provoque. Finalement, c'est une autre forme d'enfermement où le corps est entravé dans le lieu privé de la personne. Oui, alors le terme enfermement, Oui, disons que certains de mes collègues seraient peut-être pas tout à fait d'accord avec l'emploi du terme enfermement. On pourra dire peut-être plus largement contrainte. Une contrainte, une contrainte dans les déplacements. Contrainte dans les déplacements, sachant que s'ajoutent à ça des obligations que peut prononcer le magistrat, élire domicile, des obligations de soins aussi. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, très souvent, ces peines en milieu ouvert, elles s'accompagnent d'une obligation de soins, de fréquenter notamment des centres médico-psychologiques. Donc il y a comme ça tout un certain nombre de lieux qui sont finalement obligatoires ou que le condamné doit fréquenter de façon obligatoire. Puis il y a des lieux auxquels il n'a pas le droit d'accéder, que ce soit la commune de résidence d'une victime, que ce soit le quartier où réside un complice. Voilà. Donc il y a des lieux qui lui sont interdits, des lieux où il doit aller. Et puis le reste du temps, dans le cas du bracelet électronique, s'applique la contrainte horaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller n'importe où puisqu'il faut qu'il soit rentré à telle ou telle heure à son domicile. Et donc du coup, ça contraint très largement les possibilités de déplacement. Voilà. Et quand on parle parfois d'alternative à la prison, c'est pensé aujourd'hui comme une alternative à la prison ou pas du tout? Oui, c'est marginal. Alors c'est une alternative à la prison, c'est même un aménagement de peine. Ça constitue, si vous voulez, quelque chose d'un petit peu étrange, parce que si on regarde ça d'un point de vue strictement administratif et juridique, le condamné qui est en bracelet électronique, il figure sur le registre d'écrou d'une prison et il est considéré administrativement comme étant incarcéré dans cette prison. Il doit d'ailleurs porter sur lui un billet de sortie en permanence, parce que si la police le contrôle, il figurera comme étant normalement incarcéré, et donc la police pourrait être tentée de penser qu'il s'est évadé. Donc en fait, c'est une espèce de liberté fictive, quoi. C'est comme une prison, mais c'est pas la prison. Donc c'est une situation un peu ambivalente, un petit peu intermédiaire. Voilà, moi, je disais que c'était la prison, que le bracelet électronique, c'était du milieu fermé, donc de la prison externalisée, quoi. Et d'ailleurs, les conseillers pénitentiaires considèrent ces personnes sous surveillance électronique comme dans un entre-deux. C'est pas comme quelqu'un qui ferait un travail d'intérêt général ou qui aurait juste une mise à l'épreuve. C'est un peu plus que ça. Et en même temps, c'est pas un détenu. Et donc, il y a cette espèce de zone grise là qui est compliquée à la fois pour les travailleurs pénitentiaires et puis pour les détenus, pour les condamnés. C'est une zone qui est un petit peu compliquée à gérer. Dans l'intitulé de la rencontre, on précise le corps enfermé comme un miroir déformant et dérangeant de notre société. Quand on passe un an, comme vous l'avez fait, auprès de soignés, de soignants, c'est aussi ce qu'on constate. Mais c'est vrai que la souffrance psychique ou la maladie mentale, elle se voit sur les corps également. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les médicaments qui sont administrés à haute dose ont des effets très puissants sur les corps. Donc, les patients, il y a de l'hypersalivation, des difficultés à articuler, les pas traînants, les tremblements. Donc, c'est-à-dire qu'en calmant les dérèglements de l'esprit, on provoque des dérèglements du corps. Il y a aussi... ce qui est frappant, c'est qu'évidemment, en particulier à l'hôpital public, ceux qui échouent à l'hôpital public sont ceux qui sont déjà malmenés par la vie. C'est-à-dire qu'il y a une misère sociale extrêmement forte. Tous les patients que j'ai rencontrés ont déjà des histoires personnelles très très violentes, de l'inceste, du viol, des maltraitances en tout genre, des enfances complètement ravagées, de l'extrême pauvreté, de la migration. Donc ce sont des corps qui arrivent aussi déjà abîmés par l'existence et par la précarité sociale. Donc il y a comme ça une fragilité du corps aussi qui prédispose à des décompensations psychiques. Et puis il y a après la façon dont dans le corps, ou plutôt dans l'espèce de connexion ou de déconnexion entre le corps et l'esprit, comment s'expriment les symptômes. Par exemple, ce qui était très frappant quand j'étais là-bas, c'est qu'il
les médecins m'en parlaient souvent, il y avait des cas chez certains psychotiques ou schizophrènes de sentiment d'éparpillement du corps. Ça, c'était un symptôme, voilà, que par exemple Franck, qui est un des héros du livre, à un moment, il a l'impression que ses membres, les deux bras et les deux jambes quittent son corps, partent aux quatre coins de la pièce. Et donc, c'est des moments d'ailleurs où il a besoin justement de contention ou de chambre d'isolement, et qu'un espace clos va lui permettre de retrouver le sentiment que les différentes parties de son corps se remettent ensemble, forment un tout et forment une identité. Et donc, il y a beaucoup de déformation de la perception, de difficulté à se reconnaître dans le miroir, de sentiment d'avoir des insectes qui courent sous la peau. Enfin bon, il y a beaucoup de sensations comme ça corporelles, de sentiments d'éclatement du corps qui traduisent justement les troubles psychiques. Donc, et qui ne se voient pas, voilà, qui sont justement, s'ils ne sont pas verbalisés, et c'est pas toujours facile de les verbaliser, qui restent invisibles. Et c'est aussi ça qui est à la fois obscur et intéressant, c'est que je dis que je suis rentrée dans cette boîte noire psychiatrique qui est l'hôpital, et ce qu'on rencontre du côté des patients, en tout cas dans cette boîte noire, c'est des corps qui sont eux-mêmes des boîtes noires, des individus qui n'ont pas accès à leur propre corps et à la propre conscience de leur corps. Donc ce sont des boîtes noires dans des boîtes noires, et c'est ça qui est extrêmement difficile, j'imagine, à soulager, à soigner, à guérir. Je ne sais même pas si c'est possible. Je veux juste te lire un petit extrait. Un jour, Franck Sétu a fait la grève du verbe pour protester, mais on ne sut pas contre quoi, puisqu'il avait décidé de garder le silence. C'était à nous de deviner. Son mutisme avait assombri l'ambiance. Le volume sonore du pavillon s'en était trouvé diminué. Les bavardages de Franck manquaient à tous, et la journée serait maussade. Ce jour-là, Franck avait rendez-vous avec Daniel, la psychologue, qui reçoit les patients pour parler sur instruction du psychiatre. La parole aussi est sur prescription médicale. Vous parlez aussi de l'emprise de la chimie. Et je crois que le livre se termine, je ne sais plus si c'est Daniel du coup qui oui, montre aussi, et je crois qu'il y a eu assez récemment un certain nombre d'alertes de médecins sur les difficultés de la psychiatrie aujourd'hui, sur le pessimisme de Daniel face à ce qu'est l'hôpital public aujourd'hui en termes de psychiatrie. C'est aussi quelque chose qui vous a frappé dans ce travail? Alors oui, bah évidemment, on sait tous que l'hôpital psychiatrique va très mal, on sait tous que l'hôpital public va très mal, on le sait d'autant plus depuis 2 ans, et la psychiatrie étant le parent pauvre de l'hôpital, c'est au carré. Et puis je ne sais pas si vous avez suivi, mais viennent de s'achever justement des assises de la psychiatrie. Moi, j'attends pas grand-chose de ces réunions ou discours, mais bon, voilà, on en parle beaucoup. Je le savais, et je l'ai constaté dans cette unité, parce que le manque criant de personnel, les burn-out, les dépressions du côté des soignants étaient présents, et surtout aboutissaient à de la maltraitance, faisaient totalement dysfonctionner les services. Et c'est vrai que je termine le livre en posant cette question et à un patient et à un soignant: est-ce qu'on peut imaginer un monde sans fou? Et c'est vrai que donc Daniel, cette psychologue très humaniste, voilà, moi qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé assez merveilleuse, elle, à un moment, et on peut faire le lien peut-être d'une certaine façon avec le bracelet électronique, elle me dit à un moment, peut-être qu'il faut expliquer aux patients que l'hôpital va s'effondrer et qu'il faut qu'il se débrouille tout seul. Et alors c'est vrai que, par exemple, il y a de plus en plus des communautés d'entendeurs de voix, des patients qui s'organisent entre eux, qui sont experts de leur propre souffrance, de leur propre maladie, et donc qui forment des communautés où ils vivent entre eux à l'extérieur. Donc ils s'inventent comme ça des vies à l'extérieur qui peuvent être encadrées plus ou moins, mais et ces communautés d'entendeurs de voix sont des espèces d'alternatives à l'enfermement psychiatrique. Alors on ne peut pas dire comme le bracelet électronique serait évidemment une alternative à l'enfermement, mais il y a l'idée qu'un dehors quand même est possible,
un dehors est possible pour le prisonnier, un dehors est possible pour l'interné, alors selon des modalités différentes, mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer des dehors possibles justement en dehors des institutions qui sont extrêmement défaillantes pour des raisons de moyens, pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons idéologiques, parce que les questions économiques, elles ont bon dos aussi. C'est-à-dire qu'on dit on manque de moyens dans les prisons, on manque de moyens dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel, donc ça se passe mal. Mais s'il n'y a pas assez de personnel, c'est parce que pour des raisons idéologiques, philosophiques, politiques, on considère que ces gens-là, c'est les déchets de la société et qu'on n'a pas à s'en occuper. Franck, allez-y. Oui, et de ce point de vue-là, la question où le secteur pénitentiaire peut-être pourrait adresser ou pourrait constituer une alerte pour le secteur de la psychiatrie, parce qu'il y a eu une illusion à développer les alternatives à l'incarcération en se disant que ça coûterait moins cher. Et effectivement, un bracelet électronique, d'un point de vue matériel, ça ne coûte pas très cher à produire par rapport à une prison. Cela dit, un bracelet électronique, pour que ça fonctionne, il faut toute une infrastructure humaine. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un pour surveiller le bracelet électronique, il faut quelqu'un pour relayer l'alarme à quelqu'un qui va la traiter, qui va ensuite de ça transmettre l'information aux forces de l'ordre, qui va ou éventuellement dire que cette alarme n'a pas de sens. Enfin voilà, il faut des moyens humains derrière. Et en fait, toute l'arnaque en quelque sorte du bracelet électronique, ça a été de considérer que finalement, on pouvait juste comparer des coûts matériels entre eux en négligeant la nécessité de coûts humains. Et je pense que dans le cas de la psychiatrie, c'est peut-être un petit peu aussi quelque chose qu'on observe, c'est-à-dire le développement de soins psychiatriques en milieu ouvert, mais qui aboutit du coup à se dire finalement on a moins besoin d'engager du capital pour soutenir la psychiatrie, puisque voilà, c'est ouvert, il n'y a plus à les héberger, ça coûte moins cher. Sauf qu'en fait, certes on n'héberge pas, mais par contre traiter, que ce soit traiter avec des guillemets, hein, bien évidemment, mais la délinquance, la folie, la précarité, en fait, ça a un coût, ça demande de l'investissement public. Et voilà, du coup, il faut se méfier, à mon avis, de l'idée que le milieu ouvert serait la solution parce que ça coûte moins cher. Voilà, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu sur le bracelet électronique. Et à mon avis, c'est parce qu'on ne fait pas la bonne somme. Voilà, on exclut une partie des coûts. C'est vrai que la question aussi de la rencontre, c'est est-ce que les lieux d'enfermement ont évolué au fil des années, enfin, et l'un et l'autre, vous avez, je pense, lu et travaillé sur ce sujet-là, et je ne sais pas ce que vous pouvez en dire, mais on sent dans votre livre, par exemple, Joy, les soignants parfois démunis face au manque de moyens. Je pense face aussi, par exemple, à Robert, dont on ne sait pas très bien quoi faire. Il y a un assez beau passage aussi sur Franck, comment il tente de ruser pour déjouer l'enfermement, pour prendre en face le pouvoir médical. Et l'un et l'autre, est-ce que vous sentez effectivement que ces lieux ont évolué, ou, enfin, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs? L'hôpital psychiatrique a une longue histoire, finalement, depuis le Moyen-Âge. Hein. Il y a eu plusieurs périodes, justement, idéologiques qui, à chaque fois, racontent le rapport d'une société avec la folie. Alors, il y a des époques qui intégraient le fou. Il y a des époques où les fous vivaient dans les communautés villageoises, ils étaient intégrés, ils étaient même des espèces de figures totémiques, comme des porte-bonheur. La figure même du fou du roi à la cour, c'est la figure de celui qui dit le fou du roi, c'est celui qui dit la vérité aux hommes. Donc il y a dans l'histoire des moments où la folie n'est pas mise à part, n'est pas enfermée. Et puis, il y a quand même assez rapidement... voilà, une reprise en main quand même de la déviance. On a l'impression que plus la société se structurait, plus évidemment la folie était le repoussoir. Les frontières devaient être de plus en plus marquées. Et puis il y a eu ce moment quand même très important après la Seconde Guerre mondiale, enfin, ce moment de la psychothérapie institutionnelle qui est né donc au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée précisément de faire tomber les murs des asiles, de créer des communautés de patients et de soignants ensemble, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble, qui créent ensemble, dans des espaces où
justement la parole soit centrale, et avec l'idée que plus il y a de parole, moins il y a besoin de chimie. Hein, c'est mathématique, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc il y a eu comme ça des vagues, différentes vagues par rapport au traitement de la folie. Et puis il y a eu la sectorisation, donc dans la continuité de la psychothérapie institutionnelle, donc de sectoriser les patients, c'est-à-dire de leur permettre de rester sur leur lieu de vie, mais surtout une ouverture vers l'extérieur avec donc le soin de ville. Donc les CMP, les centres médicaux, les hôpitaux de jour, avec cette idée qu'il fallait prendre en charge justement la folie dans la ville, qui était plutôt, il me semble, un projet intéressant. Mais évidemment, aujourd'hui, les moyens manquent aussi pour cette psychiatrie de ville, pour ces projets de réinsertion, pour cette espèce de dialectique entre le dedans et le dehors. À nouveau, c'est une question d'argent, donc d'idéologie, j'y reviens. Et ça ne va pas en s'améliorant. Donc voilà, il y a en effet quelques soubresauts, je dirais, dans l'histoire, qui sont allés vers une ouverture, mais quand même, on pourrait dire que le réflexe majoritaire, c'est celui de l'enfermement, mais parce que toute société, pour exister, a besoin de son barbare, hein, et de garde-fous et de frontières. Et puis, on est aussi dans un monde capitaliste, c'est-à-dire fondé sur une valeur cardinale qui est la rentabilité. Et le fou, c'est celui qui n'est pas rentable, c'est celui qui ne veut pas fonctionner dans un système de rentabilité. Donc on pourrait dire que voilà, à mesure que le capitalisme prenait l'ascendant, le fou était de plus en plus dévalorisé, parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, si je puis dire. Le personnage de Franck, je trouve parfois il ressemble à Nicholson dans Volotine et Nuit de Coucou. Il fait un peu penser à ce personnage, quoi. Il fait moins peur, quand même. Oui, moins peur, mais en tout cas, il a des airs comme ça. Il y a des scènes parfois où on se retrouve et on se dit 50 ans après qu'on est presque dans le même paysage de la psychiatrie, quoi, hein. On va peut-être repasser aux questions du public. Je suppose qu'il y a des gens qui ont des choses à demander. Y a-t-il un psychiatre dans la salle ? Je sais qu'il y en a au moins un. Ouais. Monsieur, allez-y, prenez peut-être le micro. J'avais deux petites questions de détail simplement sur la prison, par rapport à ce que vous avez expliqué. La première, c'est pour le bracelet anti-rapprochement. Est-ce que ça veut dire que la personne qui ne doit pas être approchée a aussi un signe, quelque chose? Et puis la deuxième question, c'est quand vous avez dit que les personnes qui avaient bracelet électronique étaient toujours considérées comme prisonnières. Donc, est-ce que quand on parle de la surpopulation de prisons, est-ce qu'ils sont intégrés quand même ou pas, ou quand même ils sont quand même enlevés? Alors, je vais commencer par la deuxième. Donc, non, ils ne sont pas comptabilisés comme étant en prison. Mais donc, justement, ça renvoie à ce que je disais sur l'externalisation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen commode de faire baisser la surpopulation carcérale, tout en les comptabilisant comme étant en prison. Vous voyez, une espèce de truc un petit peu... un jeu sur la définition dans la statistique. Et sur la première question, donc oui, le bracelet anti-rapprochement, il signifie que la personne qui est victime, qu'elle soit potentielle ou avérée, encore une fois, porte sur elle un dispositif. Donc il y a une forme de stigmatisation. La seule différence, c'est qu'elle peut s'en séparer. C'est-à-dire qu'elle peut laisser chez elle son dispositif de surveillance, ce que ne peut pas faire l'individu qui est censé avoir commis ou qui a commis des faits de violence. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 2 balises GPS, grosso modo, mais elle peut laisser sa balise GPS chez elle, si elle veut, cette victime, se promener. Mais là, pour le coup, si le conjoint violent se rapproche, personne ne le saura. Simplement le pendant de la question sur l'évolution de la psychiatrie, l'évolution des prisons. Aujourd'hui, comment elles se vivent dans le temps, et est-ce qu'on a une évolution ou plutôt quelque chose qui régresse, un phénomène d'accueil, on va dire, qui régresse?
Alors, il faudrait s'entendre sur le point de départ pour arriver à calculer, à définir ce qui serait une régression. Ce qui est certain, c'est que depuis la fin des années 70, début des années 80, il y a un mouvement d'ouverture des prisons. Déjà, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a eu un mouvement de réforme des institutions carcérales. Et puis, depuis les années 80, il y a un mouvement d'ouverture. C'est ce que disait Joy tout à l'heure, c'est-à-dire que on a ouvert les prisons et l'accès aux prisons a été rendu beaucoup plus aisé. Hein. C'est à partir des années 80 que, je le disais tout à l'heure, mais voilà, c'est la fin des séparations dans les parloirs, c'est le développement, c'est l'entrée de l'hôpital dans la prison, c'est la création des unités de vie familiale, voilà, il y a une ouverture de la prison qui s'est faite. Il y a aussi des constructions de nouvelles prisons. Alors ces nouvelles prisons, elles étaient censées gommer les effets néfastes des précédentes, notamment la vétusté. Alors le problème, c'est que ces nouvelles prisons, au contraire, elles ont été jugées très aseptisées, peut-être trop proches d'un hôpital psychiatrique, trop froides par un centre de détenus. Donc bon, là, il y a des positions évidemment qui s'opposent. Et puis je voulais dire sur les évolutions, pour avoir lu Joy, tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que en psychiatrie, il y a cette occupation du temps. Tu disais devant la télévision. On regarde la télévision pour occuper le temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est des choses qu'on retrouve en prison. J'ai une collègue qui parle de la camisole cathodique pour parler de l'usage que les détenus font de la prison. Donc l'entrée de la télévision en prison a été un moyen aussi de calmer en fait la population carcérale. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans le cas du bracelet électronique. Parce qu'être chez soi sur de longues plages horaires, on peut faire du bricolage, on peut s'occuper de ses enfants, mais il y a un moment où tout ça trouve quand même ses limites. Et donc en fait, beaucoup de condamnés en bracelet électronique disent que voilà, le temps passé à la maison, c'est du temps en fait, qu'ils occupent à regarder un écran, soit à jouer aux jeux vidéo, soit à simplement regarder la télé, regarder des choses qu'ils ne regardaient pas avant, d'après ce qu'ils disent en tout cas. Voilà. Donc il y a peut-être que voilà, dans ces nouvelles technologies, l'entrée de ces nouvelles technologies peut-être est une évolution contemporaine commune à tous ces espaces d'enfermement ou en tout cas de contrainte. Oui, alors pour les bracelets, pas pour les bracelets anti-rapprochement, mais pour les autres, ils sont situés dans les prisons. Et dans le cas du bracelet anti-rapprochement, ça a été externalisé à un opérateur qui s'occupe aussi de faire de l'assistance pour des personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer, pour de l'assurance, si vous avez un problème de voiture, ça c'est centre de téléphone, voilà, c'est ça, quoi. Une question par ici. Pas vraiment une question, c'est une remarque. J'exerce en pédopsychiatrie. Je crois que l'évolution aussi commune qui n'a pas été encore abordée, c'est entre la prison et la psychiatrie, c'est on va dire ça comme ça, la non-formation du personnel ou la mauvaise formation du personnel ou vous me direz, mais il me semble qu'il y a 5 ans, la moyenne d'entrée des agents pénitentiaires, c'était 3,75 de moyenne au concours, avec alors sans critique, une extrême majorité de gens issus des dom-tom qui ont beaucoup démissionné derrière, quoi. Oui, alors avec des infirmiers qui sont plus des infirmiers psychiatriques, qui sont des infirmiers somatiques, et c'est super compliqué. Oui, alors je différencierais pour le personnel pénitentiaire entre l'agent pénitentiaire et le conseiller de probation. Et il y a des évolutions dans les deux disciplines, enfin dans les deux corps, et elles vont pas dans le même sens. Effectivement, le problème de l'administration pénitentiaire, c'est d'arriver à recruter des surveillants. C'est de plus en plus difficile et il y a énormément de turnover avec des problèmes dans certaines prisons qui sont où les surveillants sont tous jeunes, connaissent pas bien la prison et donc du coup c'est pour eux très angoissant et sans doute que dans la relation au détenu il y a quelque chose qui se perd là aussi. C'est-à-dire qu'un surveillant qui a peur, c'est un surveillant qui aussi peut-être plus brusque à l'égard du détenu. Par ailleurs, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont donc ces travailleurs sociaux normalement qui accompagnent les détenus, ils étaient travailleurs sociaux. Ils le sont toujours. Le problème, c'est que c'est des fonctions qui sont de plus en plus occupées par des gens qui ont fait des études de droit et non plus voilà. Et donc du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont un positionnement qui est un petit peu différent. Et dans ce métier-là, on voit vraiment j'ai l'impression, en tout cas moi, ceux que je connais, une différence entre les anciens et les jeunes. Et les anciens accompagnent plus, alors que par contre, les jeunes rappellent plus les obligations et sont moins dans un accompagnement qui délègue du coup à une sphère associative avec laquelle le ministère de la Justice est en contact. Joy, les soignants qui sont dans le livre, vous les interrogez beaucoup aussi.
quel est le regard sur leur métier, sur l'évolution de leur métier? Bah, c'est vrai que vous avez raison, il y a une précarisation de toute façon de la fonction publique en général. Ça se voit aussi dans l'enseignement. Et c'est vrai qu'il y a eu donc une espèce de période bénie où il y avait un diplôme d'infirmier psychiatre qui a disparu. Et c'est vrai que moi, les plus âgés du service où j'étais, ils avaient passé le diplôme, mais sinon les autres étaient somatiques, donc apprenaient sur le tas. Moi, chez les soignants, c'est vrai qu'au début, j'allais quand même à l'hôpital pour rendre compte de la souffrance des patients, et je me suis retrouvée à rendre compte aussi beaucoup de la souffrance des soignants qui sont accablés par les tâches administratives, qui doivent passer plus de temps à remplir des tableaux Excel qu'à parler aux patients, qui sont aussi dans des hiérarchies maintenant très figées, c'est-à-dire que ils n'ont plus beaucoup de liberté, de marge de manœuvre. Ils me disaient que, enfin les anciens justement me disaient autrefois je pouvais sortir faire une balade dans le parc sans demander l'autorisation au médecin-chef. Maintenant je dois remplir un formulaire qui va être tamponné par le médecin-chef, et le temps que je le remplisse et qu'il soit tamponné, de toute façon le patient il n'a plus envie de sortir. Bon, donc il y a cette mainmise administrative qui les fait extrêmement souffrir. Évidemment, bon, le manque de moyens, le manque de personnel. Je voyais des vacataires, des infirmières de 75 ans revenir parce que leur retraite était trop misérable, et prendre des créneaux horaires à 4 heures du matin pour essayer de joindre les deux bouts. Il y a évidemment un manque de considération voilà, qu'on a vu aussi pendant la crise du Covid, et qui est accentué en psychiatrie. Et puis, alors, après, vous parliez donc de ces questions de formation, et c'est vrai qu'il y a sans doute un déficit de formation, mais il y a quelque chose qui m'a frappée, je le raconte dans le livre, qui m'a troublée. À un moment, il y a une infirmière qui me dit « Mais finalement, en psychiatrie, on devrait se foutre des diplômes, et on devrait davantage examiner les tempéraments des uns et des autres. » Alors, bon, vous êtes du métier, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais elle me disait, moi je trouve que pour faire un bon service, en fait, il faut prendre plusieurs profils psychologiques. C'est-à-dire que chez les infirmiers, on va prendre un paternaliste, un cas de l'humour, un plus sadique, un sentimental, un qui fait des blagues, enfin voilà, une espèce d'arche de Noé des différents caractères possibles. Et elle me disait, c'est comme ça que ça fonctionne bien, en fait. Voilà, et que finalement, c'est moins une question de formation que de tempérament, puisque la matière première c'est l'humain, c'est le lien, c'est l'échange, sauf que il n'y a plus le temps pour ça en réalité, mais voilà. Je trouvais que j'aimais bien quand elle me disait ça. Alors, je voulais vous demander, j'avais lu que, alors c'est dans un autre contexte, mais lors du premier confinement, avec les autorisations de sortie, j'avais lu qu'il y avait eu un rapprochement, que le bracelet électronique avait pu être l'inspiration de ce mode de détention qu'on nous a imposé pendant 3 mois au printemps 2020. Est-ce que ça vous semble... Alors, c'est certain que dans les modalités du confinement tel qu'on l'a vécu, il y a des choses qui pouvaient rappeler le bracelet électronique dans ces horaires de sortie qu'on avait. Je pense qu'on a un petit peu senti ce que pouvaient vivre les personnes placées, avec cette nécessité de regarder la montre, d'avoir une attestation sur soi. Voilà. Cela dit, moi j'insisterai quand même sur une différence fondamentale qui est que nous, au pire, on risquait une amende de 135 €. Un placé sous surveillance électronique, il risque la réincarcération, et du coup c'est pas le même poids, d'une part, et d'autre part, nous aussi, ce confinement, surtout étant donné les discours qu'on avait dans les médias, il avait été héroïsé, quoi. On participait à la lutte contre la pandémie, et donc du coup il y avait quelque chose de positif. Respecter l'horaire, c'était aussi respecter voilà, les autres, respecter la règle qui nous était imposée à tous. Pour le placé, c'est complètement différent. C'est-à-dire que lui, ses obligations, c'est la trace, si vous voulez, d'une condamnation. Et puis, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui reconnaissent les faits pour lesquels ils ont été condamnés. C'est aussi la trace
d'une salissure morale et avec laquelle ils ont parfois beaucoup de mal à vivre. Voilà, moi j'avais un ancien, une personne qui était placée sous surveillance électronique qui avait été condamnée pour des faits de délinquance sexuelle. Et quand moi je le rencontrais, il avait beaucoup de mal à vivre avec ça, quoi. Il disait que voilà, il était clairement dans une phase de dépression et c'était sa conscience qui travaillait. Il avait du mal avec ce qu'il avait fait. Il n'arrivait toujours pas à l'accepter alors que ça faisait 10 ans qu'il avait été condamné. Voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, voilà, on a une petite idée de la contrainte qui a pesé sur eux, mais on ne se rend pas compte du sens, le sens de cette contrainte n'était pas la même. J'avais une question concernant le futur des centres de détention. J'ai regardé une série qui s'appelle Orange is the New Black. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se passe aux États-Unis. Et là-bas, en fait, les centres de détention sont gérés comme des entreprises, en fait, avec une volonté de rentabilité. Je crois que c'est ce qui est décrit, en fait, cette série, où les détenus doivent avoir une rentabilité. Et ce que je me demandais, c'est si en France, on prenait cette direction-là. Alors, l'administration pénitentiaire française est moins créative que l'administration pénitentiaire américaine. Moi, j'ai pas vu la série, donc je sais pas, je peux pas vous répondre sur le fond exact. Pour ce qui est de la rentabilité, non, c'est-à-dire que notamment la question du travail en prison, qui pourrait être vu comme ça, hein, faire travailler les détenus, ce serait bon. Au total, les détenus seraient plutôt demandeurs d'accéder à du travail parce que ça permet de sortir de la cellule, parce que ça permet de s'occuper, parce que ça permet aussi de, même si c'est des salaires misérables, ça permet quand même de gagner un peu d'argent et donc d'agrémenter le quotidien en détention. Enfin non, ça ils le touchent pas en détention, ils le touchent à la sortie. Ah oui. Bah, de toute façon, ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. C'est ce qui s'appelle cantiner, mais c'est pas proportionnel au travail. C'est-à-dire qu'en fait, en prison, vous avez le strict minimum qui vous est donné par l'administration pénitentiaire, et vous pouvez ensuite de ça agrémenter ce strict minimum en fonction de vos revenus. Donc évidemment, les détenus les plus pauvres se contentent du repas distribué par l'administration pénitentiaire, alors que d'autres peuvent s'acheter voilà, de quoi avoir un meilleur quotidien. Donc ça existe déjà, mais c'est pas proportionnel, si vous voulez, à un travail fourni en détention. Voilà, voilà, comme j'ai pas vu la série, je peux difficilement vous répondre plus en détail. On va prendre une dernière question. Oui, vous parliez des traces et des salissures que ça pouvait laisser chez certains détenus. Est-ce que le fait de porter un bracelet électronique, donc de l'avoir sur soi 24 heures sur 24, est-ce que ça a une influence sur les pratiques spatiales, enfin l'extension? Est-ce que les détenus qui sont sous ce mode de détention, est-ce qu'il y a des endroits où ils s'empêchent d'aller, ils se censurent, est-ce qu'ils se sentent pas légitimes à cause de ce stigmate-là qu'est le bracelet électronique physiquement? Oui, et ça dépend beaucoup de la saison, parce que en hiver, le bracelet électronique est plus facile à cacher. Mais oui, alors il y a la question de l'objet sur la peau, et il y a aussi ce qu'on ne peut pas faire à cause de l'objet sur la peau. Comme par exemple, moi je travaillais, un de mes terrains c'était en Haute-Savoie, le ski, et du coup le fait de ne pas faire de ski, ça stigmatise, parce que du coup on ne fait plus ce qu'on faisait avant, donc les amis repèrent qu'on ne peut plus aller faire du ski, les enfants, quand on leur a caché qu'on est en train d'exécuter une peine, se rendent compte que du coup il y a quelque chose de pas normal. Donc effectivement il y a des endroits où on ne va plus. C'est pas vrai pour tous, il y en a qui aussi l'affichent, qui n'ont pas de problème avec ça, d'autres qui... Voilà, les attitudes sont assez variées, mais de manière générale ils essayent de le cacher, et donc effectivement ils vont ils vont se restreindre à un espace qui est un espace qui leur permet de pas le montrer. Et ce qui permet de faire une transition par rapport à ce que Joy a dit plutôt sur le symptôme qui est complètement incorporé. Ce qui est très intéressant, c'est que les placés sous surveillance électronique, quand on leur enlève le bracelet, ils ont toujours la sensation, en tout cas pendant un temps, d'avoir le bracelet, ils ont toujours l'impression de l'avoir sur la peau. Et donc,
Et donc il y a cette idée que voilà, c'est comme il y en avait un qui m'avait dit dans un entretien, c'est comme quelqu'un à qui on aurait coupé un bras. J'ai l'impression de toujours avoir voilà, le membre qui est là. Voilà. Donc ça s'éprouve aussi dans le corps, le bracelet électronique. Je voulais juste tout à l'heure quand tu as parlé. Il y a bien évidemment des femmes, mais en fait, alors, de façon moindre que la détention, mais il y a une féminisation qui est très faible, c'est 6% des personnes placées qui sont des femmes. Donc c'est très faible. Donc je parle au masculin par souci de généralisation, mais oui, c'est pas strictement réservé aux hommes. Et c'est pareil pour le bracelet anti-rapprochement. L'administration, le ministère de la Justice est très sourcilleux sur la neutralité du terme qui est employé, parce que c'est censé pouvoir être aussi utilisé pour des femmes. On va peut-être s'arrêter là-dessus, même s'il y aurait d'autres choses à dire. Franck, vos travaux ne sont pas publiés, mais je pense qu'on peut peut-être si des gens veulent lire vos textes, oui, sur Internet, on les trouve facilement. Et je renvoie évidemment à la lecture du livre de Joyce Sorman. J'avais plein de passages qu'on aurait pu lire qui étaient assez formidables à lire. Je vous recommande de lire À la folie. On peut lire À la folie. Très très beau texte sur cette thématique. Merci à vous Franck, merci Joy et bonne fin de festival à tous.